Fumigène. Bonjour à tous et bienvenue pour ce deuxième épisode de Fumigène, le podcast fait par des militants pour des militants. Et je suis toujours en compagnie de mes chers collègues, donc Sylvain Durac. Bonsoir à tous. Thibaut D. Bonsoir à tous. Ainsi que moi-même, Théodore. Et pour ceux qui n'étaient pas présents au premier épisode, je vous encourage à aller le regarder, à regarder nos présentations un peu plus détaillées. Et avant de démarrer cette émission, laissez-nous vous présenter nos remerciements chaleureusement, puisque nous avons vu justement tous vos retours, vos commentaires, et nous avons été agréablement surpris. Nous n'attendons pas un tel succès, aussi modeste soit-il évidemment, mais on pensait démarrer bien plus sobrement. Et donc voilà, on a été vraiment enthousiastes et motivés pour cela. Donc je ne sais pas si vous avez des mots à dire, messieurs. Ouais, bien sûr. Évidemment, merci à tous ceux qui nous écoutent et qui nous ont écoutés. Pour être très honnête, quand on a commencé le projet du podcast, on savait bien que ça allait pas être un podcast qui aurait une audience de masse, ça on le savait. Mais pour être tout à fait honnête, moi je me disais que quand on publierait le premier épisode, on ferait 10 retweets sur X et 300 vues sur YouTube, quoi. Même un peu moins. Voilà. Et en fait, il s'avère qu'au bout de 3 jours, on a fait 4000 vues, que vous avez été présents au rendez-vous et que vous nous avez donné une chance. Et donc, évidemment, on vous en remercie. Vos retours ont été constructifs. Et donc, évidemment, aujourd'hui, la balle est dans notre camp. C'est-à-dire que là, on a compris qu'on avait une opportunité à ne pas rater pour produire un contenu de qualité. Donc là, on va essayer de vous prouver qu'on est à la hauteur de vos attentes, tant sur la régularité que sur la qualité, quoi. Je voulais aussi remercier un peu toutes les personnalités de droite, on va dire, qui ont pas mal d'abonnés, etc. Quelques influenceurs qui nous ont fait, alors, soit qui nous ont carrément fait de la pub en public, soit qui nous ont envoyé des messages en privé pour nous dire que c'était très bien. C'est aussi des messages qui font plaisir quand on est comme ça, félicité par les personnes qu'on peut regarder Tout à fait. sur notre écran d'habitude. Absolument. Et si je peux me permettre un mot avant de poursuivre, c'est que, chers auditeurs, normalement, au moment où vous écoutez actuellement chez vous, vous avez dû remarquer une différence qui est la qualité audio de l'enregistrement que vous écoutez actuellement. Alors c'est pas un hasard, c'est parce que vous avez été nombreux à nous faire des retours sur la qualité audio de l'épisode 1, qui était parfois erratique. Or, il s'avère que nous avons eu un volontaire qui participe désormais au montage et au mixage audio des épisodes. Un militant de Fury d'ailleurs. Voilà, tout à fait, qu'on remercie. Et en fait, par son expertise, il nous a montré ce dont il était capable. Donc désormais, c'est lui qui s'occupera du mixage des pistes. Et si l'épisode est à la hauteur des tests qu'il nous a montrés, vous devez déjà ressentir une hausse notable de la qualité, ce qui est évidemment beaucoup plus agréable pour vous, en termes de qualité d'écoute et de suppression des bruits parasites divers et variés, quoi. Voilà. Oui, parfaitement. Donc on a entendu vos retours, encore une fois. Merci à tous pour cela, ça nous motive grandement à encore plus s'améliorer pour la suite. Et donc nous allons pouvoir démarrer cette émission, mais je pense qu'une aparté s'impose tout d'abord, puisque le calendrier politique a un petit peu été chamboulé ces dernières semaines. Je veux bien évidemment parler de la mort de Quentin, militant nationaliste qui a été assassiné par des terroristes rouges sur Lyon. Quelque part, un peu mes insultes à l'encontre de Raphaël Arnaud en premier épisode étaient malheureusement prophétiques. Et donc on se devait de dire un mot à ce sujet, puisqu'évidemment nous étions présents au rassemblement de Lyon, un rassemblement très intéressant et qui, je crois, a dépassé l'importance qui avait été prévue. Il a été prévu 2000 à 3000 personnes. Je pense qu'on était plus proche des 4000 et 5000. Je pense que c'est un des plus gros rassemblements récents, en tout cas, de la mouvance, on va dire, des droites radicales. Toutes les chapelles étaient représentées, forcément les nationalistes et les proches de Quentin en premier lieu, mais évidemment, nous, identitaires, nous devions de répondre présent à l'appel, et on est venu de partout en France. Nous, de Toulouse, on a pu ramener quasiment une trentaine de militants identitaires toulousains. Ça sert à ça aussi, militer, créer une cohésion, créer une communauté. Et faire du nombre quand c'est nécessaire. Voilà, faire du nombre quand c'est nécessaire, et pouvoir faire déplacer plus d'une trentaine de personnes à l'autre bout de la France, quasiment du jour au lendemain, pour venir prêter hommage à un militant. Donc voilà, je ne sais pas si, messieurs, vous avez des choses à dire sur ce rassemblement. Ouais, moi j'étais assez inquiet honnêtement quand on faisait le trajet pour y aller, parce que les médias avaient fait tellement de propagande pour dire que ça allait être un rassemblement néo-nazi, que ça allait être absolument catastrophique, etc. Et honnêtement, j'étais agréablement surpris quand on s'est rendu sur le lieu, la place d'où partait le cortège, et que j'ai vu autant de monde. Je me suis dit, ok, finalement,
on va assister à quelque chose qu'on n'a pas vu en fait dans la mouvance depuis plus de 10 ans, je pense. Oui, les gens n'ont pas été effrayés justement par ces menaces. En tout cas, dans une certaine mesure, du monde était présent et parfois même au-delà de simples militants, quoi. Ouais, il y a beaucoup de personnes un peu normies aussi qui étaient présentes. Oui, en fait, moi, ça fait quelques années que je participe aux manifestations du milieu, et quand je dis du milieu, c'est vraiment du milieu militant. Et c'est vrai que de mémoire, je crois que c'est la plus importante à laquelle j'ai participé. Je sais pas si vous vous souvenez, mais les chiffres qui étaient annoncés avant le rassemblement, c'était 1000-1500 personnes. En gros, c'était ça qui était donné. Alors, pour l'estimation des chiffres, qui est toujours la guerre habituelle, je pense qu'on était entre 3000 et 4000. Voilà, par convenance, on va dire 3500. Ça semble peu, effectivement, quand on compare aux mouvements sociaux, loi travail, mouvement sur les retraites. Mais il faut bien comprendre que le public visé est complètement différent. Et donc, pour une initiative qui vient de notre milieu, qui émane de notre milieu, rassembler 3500 personnes, c'est objectivement une très belle réussite. Pas la même sociologie à droite, hein. Tout à fait. Au moins à la droite radicale. Voilà, et puis là, en plus, on est dans un rassemblement qui est objectivement militant, quoi. Je veux dire, bon, c'est quand même spécifique. Donc déjà, bravo aux organisateurs pour le nombre. Mais je voudrais, moi, dire un mot sur la qualité de la manif en termes, justement, en termes organisationnels et tout ça. C'est-à-dire que moi, j'avais un peu la même inquiétude que toi, Thibaudet. C'est-à-dire que, bon, il fallait y aller, ça, c'était pas la question, donc on y est allé, tous les trois. Mais je me disais, forcément, il y aura des gros dérapages, forcément, ça va déconner, parce que, non pas de la faute des organisateurs, qui ont fait un travail remarquable, mais tout simplement parce qu'avec une telle masse de personnes, on ne peut pas contrôler tout le monde. Or, ce qui me semble certain, c'est qu'en réalité, vu le nombre de personnes présentes et la gravité de l'occasion, je trouve que justement le rassemblement a été carré, qu'il a été digne, et qu'en fait, ce que les médias ont présenté comme des débordements, pour moi, c'est purement la distraction, quoi. Je pense que vraiment, c'était de la construction médiatique pure, surtout quand, et on pourra élaborer là-dessus après, surtout quand on voit la faiblesse du dispositif policier. Parce que, si vous vous souvenez, quand... voilà. Enfin, au sens péjoratif du terme. Tout à fait. Parce qu'en fait, quand le rassemblement commence, nous, on y va un peu en avance. Donc, c'est la place Jean Jaurès dans le 7e arrondissement de Lyon. Donc, un lieu où j'étais jamais allé avant et où je ne retournerai jamais parce que c'est vraiment le ghetto absolu, c'est terrifiant. Bref, on se disait, bon, ok, habituellement, il y a les cartes CRS et tout. La Sécu sera garantie par les Condés. Et en fait, ce qui était flagrant, c'est que pendant la marche, qui était d'ailleurs assez longue, il y a eu plein de moments où les flics étaient tout simplement absents. Et c'est pas un effet de style pour dire qu'ils étaient peu nombreux, c'est qu'ils étaient absents. Notamment à des carrefours où il y avait des gauches, des marrons aussi, parfois, qui venaient provoquer, quoi. Voilà, et puis même tout simplement des citadins, des riverains et tout ça. Il y a eu plusieurs passages où il n'y avait pas un seul flic à un embranchement. Donc il n'y a pas eu de déconnade, donc c'était pas un problème. Mais donc ça aurait pu partir vite. Ça n'a pas été le cas. Donc pour moi, ça témoigne de la qualité de l'orga et de la qualité aussi du comportement des militants et des personnes globalement qui étaient présentes, quoi. Oui, ben, j'allais dire, moi, grand merci aussi au service d'ordre qui a été composé sur place par l'organisation, parce que le travail était pas facile et ils ont fait un boulot remarquable, même à plusieurs moments, pour remplacer le dispositif policier qui était quasiment absent à certains endroits, en tout cas. Absolument, ouais. C'est vrai que pour nous, qui sommes habitués de ce genre de manifestation, hein, pour ceux qui n'y vont pas souvent, dites-vous que d'habitude, il y a plus de policiers que de manifestants. Donc, Oui, clairement. Oui, et dites-vous aussi qu'en fait, dans les rassemblements militants classiques, la fonction du service d'ordre est moins de gérer les excès de virilité des gens autour de la manif que des gens dans la manif. Voilà. Parce que dans une manif du milieu, vous avez 1000 participants, 50 personnes au service d'ordre. Concrètement, vous avez 1050 personnes au service d'ordre. Donc en général, ça marche un peu comme ça. Notamment, moi j'étais présent à la manif de dissolution Génération Identitaire à Paris. Voilà, on va être très clair, à un moment, le service d'ordre, qui pourtant était d'un très bon niveau, face à la foule, a été, voilà, on peut le dire, globalement dépassé par la ferveur populaire qui voulait allumer des antifas qui nous narguaient de l'autre côté. Là, au contraire, tout le monde a tenu les consignes, a respecté la dignité requise par l'événement. Et donc on pourra reparler plus tard dans l'épisode de certains éléments spécifiques qui ont été cités dans les médias. Mais pour faire une synthèse globale, c'était un très bon rassemblement. Et de tous les rassemblements auxquels j'ai pu participer, c'est celui qui, pour moi, qui m'a le plus marqué, tant par la qualité de l'orga que aussi par l'impression de dignité et le fait que je pense que nous avons été à la hauteur de l'hommage qui a été rendu, quoi. Oui, c'est d'autant plus rageant, justement, que ça s'est tellement bien passé
Une fois qu'on sort un petit peu de l'événement, où on est pris par l'événement, parce qu'on est au milieu de celui-ci, dans l'œil du cyclone quelque part, et qu'on se rend compte de ce qu'en ont fait les médias, c'est là où c'était vraiment le jour et la nuit, quoi. Et donc c'est encore plus rageant parce que je valide, c'était vraiment un événement pour moi qui a été tout à fait réussi malgré tout ce qu'on pouvait en prédire et les tensions et les provocations qui étaient prédites à ce sujet, quoi. Tout à fait. Parfait, donc on va pouvoir poursuivre cette fois-ci dans le cœur du sujet pour la suite de l'émission. Je vous rappelle le modus operandi, on prend un sujet d'actu qui nous permet d'introduire un sujet et les discussions commencent sur les thèmes qui peuvent y être liés. Et donc ce qu'on a choisi aujourd'hui est intimement, étroitement lié à les événements que nous venons de décrire, puisque nous allons parler d'un débat qui a enflammé un peu la twittosphère. Effectivement, on est des militants de terrain, mais également des tweetos assumés. D'ailleurs, n'hésitez pas d'aller suivre nos réseaux, que ce soit les réseaux de Fumigène et de Fury également, mais également nos réseaux personnels que l'on mettra en description. Je viens de recréer un compte depuis zéro, donc aidez-moi à revenir dans le game petit à petit. Voilà, je fais ma pub de manière éhontée. C'est la tradition, je crois, depuis le premier épisode. Et donc aujourd'hui, on va parler du débat qui a enflammé la twittosphère, comme je disais, suite à l'analyse, on va dire, de Nicolas Faure sur la marche justement de Lyon et le débat que ça a engendré auprès de militants sur Twitter. Il a fait donc une longue vidéo, on va dire, d'analyse où justement il met en avant la réussite de ce rassemblement, mais il y a eu un petit passage un peu virulent, effectivement, à un moment de la vidéo qui est vraiment ne représente pas la moyenne de ce qui se passe dans la vidéo, mais où il parle donc d'une certaine radicalité adolescente qu'il faudrait mettre de côté dans nos milieux. Il prend les exemples du C9M notamment, avec un ton un peu virulent, il faut l'avouer, et donc ça a engendré des réactions de la part de certains militants sur les réseaux. Et il y a eu un débat, en tout cas un débat sur la stratégie à aborder sur ce genre de thématique entre radicalité, normalisation, etc. Et moi je suis un petit peu embêté pour tout vous avouer, parce que Nicolas Faure c'est quelqu'un que je crois j'apprécie, qu'on apprécie à peu près ici. On regarde pas beaucoup de contenu, on va dire, d'influenceurs de manière générale, comme on l'a dit dans le premier épisode, mais j'ai déjà regardé une ou deux de ses vidéos, je vois ce qu'il dit sur Twitter. Je crois qu'il a fait une vidéo très intéressante sur le QI et la génétique. Donc, on a au moins cet atome crochu en commun, c'est-à-dire une ligne, je crois, identitaire assumée. Et je crois ne rien trahir si je dis qu'il aborde une stratégie, on va dire, de surnormalisation, de normalisation extrême, si vous me permettez l'oxymore. Et c'est pour ça, des fois, qu'il a de nombreux détracteurs, d'ailleurs. Et donc, je suis un peu embêté, mais j'ai quand même des nuances à apporter. Et en tout cas, le débat qui s'en est suivi, voilà, nous pose certaines questions. Qu'est-ce que c'est que la radicalité? Faut-il être normal? Qu'est-ce que la révolution culturelle? C'est tous ces thèmes-là que nous allons aborder aujourd'hui. Et donc, je laisse la parole à mes collègues. Quels commentaires vous avez à faire sur ces événements? Alors, peut-être moi, avant de donner mon avis, déjà peut-être préciser quelque chose. C'est que l'extrait de Nicolas Faure qui est circulé sur Twitter est un extrait qui est quand même... une partie de son intervention, ça représente pas, enfin comment dire, ça ne synthétise pas 100% de son opinion là-dessus, parce que l'extrait qui tourne, on a l'impression que c'est Nicolas Faure qui crache comme un zinzin sur la mouvance. Alors que si on est honnête, il faut admettre que c'est un extrait coupé d'une vidéo où il admet lui-même que peut-être qu'il a été un peu virulent, ce qui n'enlève rien à la sincérité de sa critique, mais du coup voilà, je pense que c'est parce qu'il s'est quand même pris un torrent d'attaques et d'insultes. Alors certaines sur le fond, donc c'est très bien, ça fait partie de la discussion politique. Bon, certaines un peu venimeuses, on va pas se mentir, alors que, il me semble quand même évident que Nicolas Faure, au sens large, fait partie de notre famille politique, que c'est quelqu'un qui est bien intentionné, et je pense pas que c'est quelqu'un qui mérite un tel niveau de venin. Donc voilà, mais je pense que c'est bien de préciser ça aussi, quoi. C'est quelqu'un d'ailleurs qui est tout à fait amical, on l'a rencontré je crois une ou deux fois chacun de nous. D'ailleurs il était à la manif, on l'a vu. Évidemment. Et voilà, il faut le préciser parce que tous les influenceurs ne sont pas forcément tous amicaux comme on peut le savoir. Donc là, oui, c'est quelqu'un de tout à fait sympathique. Je te rends la parole, pardon. Oui, bah en fait, alors je sais pas trop par quel bout commencer, mais
Alors déjà, moi, je précise quelque chose, c'est que toute la partie qu'on va développer maintenant, moi et mes amis du panel, donc encore une fois, c'est une critique, mais c'est pas une attaque. C'est-à-dire qu'on l'a déjà dit, moi je suis abonné à Nicolas Faure, il m'arrive de regarder ses vidéos occasionnellement. C'est quelqu'un dont je respecte le travail. Maintenant, on est dans un milieu politique, c'est normal que quand quelqu'un s'exprime, il s'ouvre à la critique tant qu'elle est constructive et au moins un minimum respectueuse. Voilà. Donc on va pas faire dans la précaution orale pénible pendant 1000 ans, donc maintenant voilà, les choses sont posées. En fait, je pense qu'il y a un malentendu, enfin comment dire, je pense que le commentaire de Nicolas Faure, en fait, moi me fait beaucoup penser à ce qui a été théorisé il y a environ une voire 2 décennies chez les identitaires. Et je parle chez les identitaires au sens de la mouvance vraiment identitaire, hein, c'est-à-dire de ces organisations identifiables, qui est en fait ce qu'on appelle la révolution culturelle. Et donc le terme, peut-être que tout le monde n'est pas familier avec, on l'a mis dans le titre de l'épisode, c'est peut-être l'occasion de revenir sur cette notion, mais la révolution culturelle, en fait, c'est l'idée assez simple que pour faire triompher nos idées, il faut abandonner une forme de folklore culturel militant, des clichés de l'extrême droite pour aller vite, pour en fait normaliser la radicalité. Donc par exemple, c'est on arrête de se saper comme des skins, on arrête les références à des régimes sulfureux du XXe siècle. Voilà. L'idée n'étant pas d'être présentable en façade et d'être horrible derrière le rideau, c'était de faire une véritable rénovation au fond, en fait, pour proposer une radicalité qui soit compatible avec l'époque, qui réponde vraiment à ses inquiétudes et qui nous permette de diffuser nos idées au plus grand nombre. Et je pense en fait tout simplement que ce que dit Nicolas Faure s'inscrit dans cette logique-là, qui consiste à dire, si nous on s'amuse à mettre du folklore et à surjouer la radicalité adolescente, on va, pourrait-on dire, s'isoler des masses, pour reprendre un peu la phraséologie marxiste. Je pense que son intention de base est louable, mais je pense que Nicolas Faure, en fait, dans son commentaire, défendait ce que nous, on appellerait la révolution culturelle 1.0. Voilà. C'est-à-dire sa première version, qui a été en vogue depuis, on va dire, une vingtaine d'années maintenant. Et mais là, je vais laisser ma parole avec mes camarades. Je pense qu'en fait, il serait pas mal, et en tout cas, c'est ce qu'on va s'évertuer à faire, de peut-être proposer une mise à niveau de ce qu'on pourrait appeler la révolution culturelle 2.0. Voilà, mais peut-être qu'on peut, je sais pas, est-ce qu'il y a des remarques à faire sur cette révolution culturelle 1.0 ? Oui, alors moi justement, avant qu'on aille vraiment dans le débat sur la révolution culturelle, et pour un petit peu faire mon centriste mou, c'est que aussi, même si je pense comme toi que les remarques un peu véhémentes étaient largement mal dosées, ce que je peux comprendre comme exaspération chez la base militante qui a pu le critiquer, c'est que ce procès, on va dire, en radicalité, il est récurrent dans la mouvance et donc il est un peu pris pour tout le monde, je pense aussi. C'est quelque chose qui arrive littéralement toutes les 2 semaines, alors maintenant tous les jours à cause de Jean-Philippe Tanguy, qui ne manque pas de faire ce genre de procès en radicalité. Et en fait, il y a comme une espèce de procès à la fois insincère et assez honteux, parce que cette radicalité, certains groupes et certains partis, comme évidemment le Rassemblement national, vont en avoir de plus en plus besoin, ne serait-ce que pour pouvoir s'exprimer quand on voit ce que les gens, la gauche, comment la gauche se radicalise, et c'est assez insincère parce que ils en auront de plus en plus besoin, mais ils en ont déjà besoin. Ils font largement appel à des gens qu'ils qualifient de trop radicaux, qui qualifient justement de gens qui n'ont pas encore fait cette révolution culturelle, parce que parfois il faut des renforts, il faut une dissuasion sur le terrain. Et je pense que c'est pour ça que Nicolas Faure aussi a pris pour tout le monde. Il a été un peu l'épouvantail qui rappelait ce procès en radicalité récurrent. Je pense que justement, des gens se sont dit, Nicolas Faure nous fait du Jean-Philippe Tanguy. Oui, mais c'est ça. Voilà. Parce que Jean-Philippe Tanguy faisait la même chose en parallèle. D'ailleurs, oui, récemment, Jean-Philippe Tanguy a accusé un militant d'Action française qui militait au municipal pour le RN d'avoir exercé la takia comparé à un islamiste. Nous sommes des islamistes. Bien. Voilà, donc si jamais des gens qui font partie des mouvements d'Action française nous écoutent, j'espère que vous avez fait votre shahada ce matin, puisque apparemment vous avez prêté allégeance à l'État islamique, hein, donc bravo, merci à vous. En tout cas, c'est ce que pense Jean-Philippe Tanguy. Mais oui, en fait, je pense qu'il a été un peu accusé à tort de faire du Jean-Philippe Tanguy, parce que la mouvance aussi en a marre
les jeunes militants surtout, se disent, nous on est quand même dans une position qui est parfois ingrate, qui est celle de militant de terrain, on prend des coups COUP et COUT, et en plus on se fait insulter tout le temps, ouais vous êtes trop radicaux, et ils disent mais nous ne reconnaissons pas la légitimité de cette critique dans la mesure où nos représentants politiques sont de plus en plus mous, donc quelque part il y a besoin qu'on soit de plus en plus radicaux pour au moins avoir une moyenne acceptable. Et ne serait-ce que garder la fenêtre d'Overton que certains s'acharnent à refermer, quoi. Bah, c'est ça, parce qu'en fait, si les militants de terrain ne sont pas radicaux, mais personne ne va être radical en fait dans ce pays. Et si nous, on n'est plus radicaux, plus personne ne l'est, et c'est terminé, quoi. Bah, c'est peut-être quelque chose qu'on peut rappeler, et pour appuyer le propos, je vous encouragerais à aller regarder la vidéo d'Egonon sur la métapolitique, qui est une conférence qu'il a donnée à Luminis Paris, qui est une très bonne intervention. De toute façon, moi je suis number one fan de Egonon, donc voilà. Nous sommes tous Egonon enjoyers ici. Tout à fait. Si j'avais plus de revenus disponibles, je serais payant à son espace premium. Si je donnais pas toute ma thune à Rage Culture, je la donnerais à Egonon, moi. On va braquer des banques pour financer la chaîne YouTube d'Egonon, je pense qu'il le mérite. Évidemment, Antoine, si je tu donne nous aussi écoutes, envoie-nous un DM, on organise ça. Mais en fait, oui, effectivement, l'articulation qu'il faut pas oublier, c'est que le parti s'adresse pardon, le parti s'adresse au sens large aux électeurs, donc à une masse de gens colossales qui sont assez peu politisés, ce qui est d'autant plus vrai pour l'électorat, on va dire patriote, populiste, RN, on appelle ça comme on veut. Et donc évidemment qu'un parti ne va pas vouloir sombrer dans une forme de radicalité qui peut faire peur. Ça, très bien. Pour autant, il faut aussi être conscient de quelque chose, c'est que les petites mains qui font tourner les initiatives politiques sur le terrain, en fait, c'est des gens à forte conviction. Des gens qui y croient alors qu'ils ne sont objectivement pas rémunérés matériellement ni symboliquement, et donc avec des gens qui seront des radicaux. Donc ça ne veut pas dire non plus qu'il faut accepter n'importe quelle forme de radicalité, c'est normal d'avoir des demandes, mais de toute façon, il y a une articulation entre les radicaux et les modérés qui doit se faire, et donc en fait, l'idée de croire qu'on peut avoir plein de gens sur le terrain, mobilisables, corvéables à merci, sans aucune forme de remerciement, qui soient en plus des modérés bien présentables qu'on peut foutre sur les plateaux télé, etc., enfin, objectivement, ce n'est pas réaliste, et quand les modérés pensent ça, ils sont plus déconnectés de la réalité politique que les radicaux. Ça peut être bien de le rappeler aussi. Bien sûr. Oui, et quand on parle des petites mains, etc., qui aident le RN, en fait, pour les gens qui sont un petit peu extérieurs au milieu, qui ont du mal à se rendre compte, je vais vous prendre un exemple. Donc, il n'y a pas longtemps, à Toulouse, on voulait organiser un hommage à Quentin. Donc, jusqu'à ce que Bardella donne une certaine consigne aux membres de son parti, il était prévu que les membres du RN soient présents. Et en fait, tout simplement, c'était notre mouvement qui organisait à peu près tout, en fait, hein, les discours, la banderole. On a peint la banderole, ça nous a pris un temps fou. On a imprimé des portraits. C'est nous qui avons payé le référé liberté. C'est nous qui avons fait, en fait, quasiment tout. En fait, C'est-à-dire qu'effectivement, le mouvement n'était pas sous notre étiquette, parce que nous sommes conscients que notre étiquette peut en effrayer certains, c'est pas le but. Mais le deal, c'était, il y a une façade qui n'est pas la nôtre, qui est plus présentable, très bien, on court pas après les honneurs, mais on se charge de toute l'orga concrète. Voilà, donc ça c'est aussi, peut-être pour les gens qui nous écoutent, qui n'évoluent pas dans les milieux militants, il faut comprendre que ça c'est une configuration récurrente. Voilà, c'est tout ça qui se passe, et c'est pour ça que je disais que c'est assez nécessaire de la part du RN. En fait, du RN d'ailleurs, il y a plein d'autres groupes qui peuvent parfois avoir ce genre de déboires, mais le RN, quand il va quelque part pour des meetings, il sait très bien qu'il peut se faire déjà agresser, perturber par des gauches, et il sait très bien qu'il lui faut une base militante pour la logistique au moins. Et donc c'est très récurrent que des militants soient bénévoles dans l'ombre sans même, comme on disait, ni récompense financière ni symbolique. Et pourtant on se fait cracher dessus en plus. Et je crois que c'est d'ailleurs un très mauvais calcul, parce que comme disait, ils vont avoir de plus en plus besoin de cette radicalité. Donc quelle radicalité, bien sûr, qu'on doit faire le tri. Mais en 2022, ils ont bénéficié du paratonnerre Reconquête qui a attiré l'ensemble de la diabolisation, mais également des échauffourées et de la guérilla rouge sur le terrain. Ça risque d'être moins le cas, je crois, lors de cette prochaine présidentielle, alors qu'ils nous tapent de plus en plus dessus, et ils vont voir qu'ils vont avoir besoin de renforts sur le terrain, ne serait-ce que pour s'exprimer. Et ils vont en avoir besoin d'autant plus que dans la mesure où le RN, et ça on peut le situer chronologiquement assez facilement, c'est depuis l'arrivée de Philippot, et ça n'a pas changé depuis, le RN s'est évertué à globalement tuer sa base militante de terrain. Alors que le FN historiquement était un parti très militant, et il en fallait des couronnes pour coller pour le FN dans les années 80. Nous on connaît
des gens de cette génération qui collaient des affiches, tout simplement coller des affiches pour un parti politique. Vous alliez en collage pour le FN, il valait mieux être préparé, ça pouvait être sportif. J'invite les gens à lire, je crois que c'est le 2e tome des mémoires de Jean-Marie Le Pen, dans lequel il fait la liste de tous les militants qui ont été blessés ou tués pour leur activisme au service du front. Mais depuis qu'il n'y a plus cette culture militante au RN, ils sous-traitent. Mais en fait, ils veulent à la fois des sous-traitants non payés, corvéables, et qui en plus obéissent à leurs caprices idéologiques. Bon non, ça ne marchera pas en fait, c'est pas possible. Donc il y a des villes où le FN, ou le RN plutôt, a une base militante, j'ai envie de dire in-house, interne, qui est suffisamment puissante pour ne pas faire appel à ces mouvements, mais il faut pas croire, c'est minoritaire. Il y a des cas, il y a des endroits de France où c'est tout à fait possible. Vous pouvez avoir une grosse antenne du RNJ, ou des militants même pas jeunes, qui vont coller les affiches, faire les tractages, organiser les campagnes, être nombreux, etc. Mais il y a plein d'endroits où c'est pas le cas, tout simplement parce que la machine partisane, la machine militante n'est pas tenue. Et donc en fait, bizarrement, au moment des échéances électorales, les cadres des groupes locaux activistes, qu'ils soient identitaires, nationalistes, révolutionnaires, royalistes ou nationalistes, on va dire, de synthèse, reçoivent bizarrement des messages WhatsApp, des notifications Telegram. Ah, au fait, est-ce que tes gars peuvent venir? On va faire un tractage, on a besoin de quelqu'un pour organiser la sécu, quoi. Et j'ai envie de dire, c'est notamment le cas à Toulouse où comme tu disais, la base militante in-house du RN est quasi inexistante. Bon, on est dans une ville où la droite n'existe pas, on est vraiment dans une ville de communistes, qu'on soit clair, mais globalement, on peut comparer des chiffres. Moi, je me souviens de l'IFP Toulouse. L'IFP Toulouse, qui rassemble, je sais pas, on était bien une quarantaine, cinquantaine. Nous, identitaires, on était genre 25. Les RN, ils étaient 3. Ils étaient 3 et bref, je vais dire un commentaire. Ils étaient 3. Mais donc, c'est ce genre de ratio qu'il y a des fois. Alors évidemment que des gens ont besoin. Et je vais vous dire, même Reconquête, qui n'existe pas plus, on va dire, en termes d'importance politique à Toulouse, et malgré la défaite de 2022 qui a pu en désespérer certains, mais je crois que des anciens GZ, ou peut-être qui étaient des nouveaux idéals, etc., mais en tout cas, la sphère reconquête idéale était plus nombreux en termes de militants jeunes à l'IFP Toulouse que le RN. Donc c'est ce genre de ratio qu'il y a, malgré le fait que ce soit le premier parti de France en termes d'électeurs. Et je veux pas effrayer le Rassemblement national, mais comme je disais, je parlais du paratonnerre reconquête qui n'existera peut-être plus ou moins pour la suite, mais moi, je me souviens, j'ai envie d'en parler parce que non seulement j'y étais. Décembre 2021, création du parti de reconquête mythique de Villepinte. Donc 15 ou 20 000 personnes à Villepinte. Et donc moi, j'étais organisateur à l'époque, comme je l'ai expliqué dans le premier épisode. Et il se trouve que tu es pile poil à l'endroit où l'happening des gauches intervient, pour ceux qui s'en souviennent. Et s'ensuit donc forcément une bagarre instantanément. Mais il faut se souvenir du contexte qui va être sûrement similaire dans la prochaine campagne. Le contexte, c'est des menaces terroristes, c'est des violences sur les militants tout au long de la pré-campagne, c'est des alertes à la bombe, c'est des armes retrouvées dans les chiottes de Villepinte avant le meeting, c'est Zemmour qui est sous protection policière, c'est Zemmour qui, lorsqu'il entre sur scène, quelqu'un se jette à son cou, un marron en plus. Donc on était vraiment dans une tension palpable durant cette campagne, a fortiori durant ce meeting, et il y a eu le procès des Zouaves. Les Zouaves, donc, rassemblement, on va dire, plurichapelle de militants sur Paris à l'époque, et qui se trouvent être pas loin, comme moi, de l'endroit où les gauches commencent leur happening, en plein milieu. C'est quand même pas de bol. Pas de bol, non, mais vraiment. Ils font un happening, pas de bol, il y a des Zouaves en face. C'est quand même pas de chance. Non, mais vraiment, je vous jure que c'est en plein milieu du public, mais c'est écarté, c'est sur les dernières rangées, on va dire. Et donc il se trouve que au fond de la salle, en général, pas mal de militants contre le mur qui n'ont pas pris de place sont là. Et il y a vraiment, il y a une dizaine, quinzaine de Zouaves, on est quelques-uns aussi du service d'ordre, etc. Et ça part en bagarre tout de suite, ok. Mais en fait, heureusement que les gauches, c'était des boiteux, on va dire, parce que ça aurait pu être pire, en fait. C'est ça que je veux dire, et on n'a pas le temps de réagir. Heureusement qu'il y a une réponse instantanée. Moi, je dis merci aux Zouaves, parce que ça aurait été pire que cela dans le contexte de haute tension qu'il y avait et que l'on va retrouver dans la campagne.
les gens, je pense que on est anachronique lorsque on pointe du doigt cette radicalité qui risque justement de nous manquer si elle n'est pas là, croyez-moi. Et je parle au RN là, je parle même pas à Reconquête. Oui, en fait, et peut-être qu'on peut, avant de passer à la suite du développement, conclure là-dessus, c'est que, en fait, d'une part, il faut distinguer entre la radicalité du style et la radicalité des idées, premier point, et de deux, considérer que la radicalité remplit une fonction. C'est-à-dire, bon, alors là, on dit des choses qui peuvent sembler évidentes, vu qu'a priori, notre public sera militant et sera réceptif à ce discours-là, mais il faut être capable de défendre cette idée que la radicalité remplit une fonction, parce que sans la radicalité, vous recrutez qui? Les opportunistes, les gens qui vont s'impliquer tant que c'est facile et que ça n'a pas de coût, et tant que les rétributions sont nombreuses. Vous allez recruter des gens qui sont d'un naturel conformiste, alors que chez les radicaux, vous avez un conformisme des radicaux, c'est vrai, mais c'est aussi chez les radicaux que vous trouverez peut-être les profils de transgressifs qui apportent de nouvelles idées, de nouvelles méthodes, de nouvelles pratiques, et Dieu sait que c'est important. Donc, bon, au risque de dire un lieu commun, oui, la radicalité remplit une fonction tant qu'elle est saine et fonctionnelle, et c'est important aussi d'être capable de le défendre, en fait, tout simplement. Voilà. Parfaitement. Justement, donc, pour revenir au sujet, et d'ailleurs, je n'accuse absolument pas Nicolas Faure de faire ce procès, comme je le disais, en radicalité. C'est juste que je pense que ça a réveillé chez certains, certains PTSD, comme on dit, à ce sujet. Grande post-trop. Voilà, c'est une norme post-trop pour préciser. Donc, pour revenir au sujet, on parlait justement de stratégie, de révolution culturelle 1.0. Où en sont les identitaires à ce sujet? Qu'est-ce que vous pouvez en dire? Quelles sont les limites, peut-être aussi, de cette stratégie? Je reviens sur le sujet donc de la révolution culturelle. Oui, bah, je pense qu'on a un petit peu précisé ce qu'était la révolution culturelle 1.0, c'est-à-dire en fait abandonner les marqueurs de style radical pour normaliser des idées radicales. Je pense qu'au fond, la démarche est toujours bienvenue. Maintenant, je pense qu'on est à une époque différente. Et que, en fait, entre le moment où cette idée a été théorisée et aujourd'hui, je pense que le contexte a changé et nécessite des mises à jour. Et c'est pour ça qu'on a fait exprès de prendre le lexique de révolution culturelle 2.0. L'idée n'étant pas de donner des leçons ou de faire de la doctrinologie un peu pénible, c'est juste de contribuer à voir à quoi pourrait ressembler une révolution culturelle remise à jour pour les enjeux contemporains. Donc, là, j'ai préparé mes notes, je les sors. Parce que... C'est une proposition, on Tout se à fait. mouille, parce que le but aussi, c'est de contribuer oui, voilà, à on la est stratégie. Quoi. Bien sûr, c'est-à-dire que si on se contente de redonner des éléments de langage donnés 1000 fois, il n'y a aucune raison de nous écouter. Le but, c'est de faire une contribution. En fait, je dirais que le cœur du discours de Nicolas Faure, ou des gens qui pensent comme lui, et des tenants, on va dire, de la révolution culturelle 1.0, c'est en fait non pas l'idée, c'est l'idée de la normalisation. Il faut se rendre normal. Et d'ailleurs, je crois que c'est l'élément de langage utilisé par Nicolas Faure lui-même, en disant on garde en fait la sève radicale de nos idées, mais on la présente sous une forme normale. Voilà, soigner la forme pour pouvoir conserver le fond, quoi. Voilà. Radical. Or, je pense que en fait le problème dans cette approche, en fait, je pense qu'il y en a plusieurs. Le premier, c'est que l'idée même de normalité, pour moi, est critiquable. Parce qu'en fait, la normalité, donc, c'est la conformité à une norme. Or, il y a plusieurs problèmes. C'est qu'on est à une époque, alors que certains appellent la postmodernité, on appelle ça comme on veut, où justement, une des données de nos sociétés occidentales contemporaines, c'est justement la disparition des normes. C'est pas juste que les normes sont remplacées, c'est qu'elles ont même tendance à se dissiper en tant que telles, et que la société française, ou dans d'autres pays, est un archipel, comme disait Jérôme Fourquet, où chaque archipel a ses propres normes, chaque tribu a ses propres normes, les individus pouvant évoluer au cours de leur vie d'une tribu vers une autre, etc. Donc l'idée même de normalité est compliquée, parce que c'est quoi la norme, en fait? Et je pense qu'aujourd'hui, c'est une question qui est très difficile à répondre, n'importe quoi, à laquelle il est difficile de répondre, je parle comme le guignol de formateur, je sais plus quoi, là, bref, on s'en fout. Tout ça pour dire que du coup, quand on va appeler à la normalisation, mais c'est la conformité à quelle norme? Et en fait, là, il y a un premier problème, c'est-à-dire que ce qui peut vous paraître normal, pour un normie, paraîtra anormal. Alors que même le normie, théoriquement, se définit par une norme. Voilà. Le deuxième, voilà, Le deuxième élément, à mon avis, c'est que souvent, on va pas se mentir, la norme, c'est la moyenne. Or, si on définit par ce qu'est la moyenne, en fait, c'est simplement la médiocrité aussi, quoi. Et je pense pas que nos idées deviennent plus précieuses, ont plus de valeur,
parce qu'on leur met un style médiocre ou ennuyeux. Donc moi, j'avais fait un tweet là-dessus, parce que je fais des tweets sur plein de sujets, et en répondant à l'intervention de Nicolas Faure, et en disant, en fait, le problème de la normalisation, c'est qu'on vend un peu comme modèle esthétique pour la politique, c'est Flanders dans les Simpsons, quoi. C'est le bon voisin, il est gentil, il respecte la loi, etc. Mais personne n'a envie d'être Flanders. Non seulement, et je vais aller même plus loin, comme on dit, les normes changent, mais ne serait-ce qu'être Flanders, c'est-à-dire, en gros, avoir une femme, des enfants, une maison et un crédit que l'on peut payer, ne serait-ce que ça s'est déplacé. Donc la norme que l'on a tous en tête dans l'inconscient collectif, parfois elle est même un peu difficile à atteindre, alors qu'elle est médiocre aussi. C'est d'ailleurs pour ça que Flanders c'est marrant, c'est parce que son modèle de normalité est profondément inatteignable pour la majorité des gens. Ah oui, voilà. D'ailleurs, ce modèle un peu, on a juste la famille, la maison, le petit tranquille, c'est un petit peu le French Dream de la France périurbaine, quoi. Les gens ont souvent cette image d'une maison de lotissement avec un scénic gris garé dans l'allée. Et en fait, pour beaucoup de gens, c'est un petit peu le cauchemar, alors qu'en fait, la réalité, c'est que la plupart des gens qui ont à peu près notre âge ont beaucoup de mal à accès à la propriété et une voiture qui est moins de 200 000 km sur le bon coin, quoi. Oui, complètement, complètement. Et donc déjà, pour moi, le problème de la normalisation, c'est celui-là. Et puis, comment dire, l'époque de la révolution culturelle 1.0, donc définie par la normalisation, c'était justifié à l'époque. Et donc là, j'aimerais bien peut-être recontextualiser, parce que bon, on n'a pas de données démographiques sur les gens qui nous écoutent, mais je suis prêt à parier que parmi vous, chers auditeurs, il y en a beaucoup qui sont ce qu'on appelle jeunes militants, ou qui ont 25 ans, peut-être 20 ans ou moins. Et donc en fait, il faut se souvenir aussi que ce qu'on appelle la mouvance n'a pas toujours été comme elle est aujourd'hui. Alors je passe un peu pour le vieux con ancien combattant, mais c'est important d'en parler. Enfin, gardez en tête un truc, c'est que avant, allez, on va dire 2015 pour être gentil, la mouvance à laquelle nous appartenons est intégralement terrifiante. C'est-à-dire que vous allez dans les rassemblements du mouvement, c'est flippant, quoi. C'est-à-dire que c'est des skins, des mecs en tenue semi-paramilitaire, c'est des tribus incompréhensibles pour le commun des mortels, c'est des gens qui ont des références, bon, pas besoin de les dire explicitement parce que l'algo va nous niquer, mais je pense que vous avez compris, enfin, la mouvance, à une époque, c'était ça, quoi. Et donc, il a été important, à une époque, de travailler à cette normalisation. Si vous voulez vraiment vous en rendre compte, il suffit d'aller sur YouTube et de regarder les vidéos de Jour de colère en 2014. Et vous aurez un panel un peu plus visuel de ce que vous expose Sylvain. Alors, c'est justement très drôle que tu en parles, Thibaudet, parce que c'est justement ce que je voulais évoquer, c'était Jour de colère. Alors moi, j'y étais pas, hein, j'ai un alibi pour ce jour-là. Mais il s'avère que dans un prochain épisode, on aura peut-être un invité qui, lui, y était. Bon, après, je sais pas s'il acceptera d'en parler, mais voilà. Jour de colère, donc c'est quoi, 2014. Et en fait, c'est le rassemblement des horribles. Et donc, en fait, c'est une sorte de multicortège de tout ce qui se fait de plus radical dans les mouvances de la droite nationale, on appelle ça comme on veut. Et donc, vous avez un cortège de mecs de banlieue pro-Palestine antisémites, à côté d'un cortège de vieux skins, bombers, ourlets, etc., intégralement racistes et compagnie. Les mères de famille, les Marie Chantal, Cato-Tradit Civitas. On a des JNR, enfin c'est un bordel innommable. Nous ne citerons même pas évidemment les slogans qui étaient entonnés, puisqu'on va se faire sauter le podcast au bout de l'épisode 2. Bref, tout ça pour dire que à l'époque, la mouvance, enfin ouais, objectivement, c'est un film d'horreur en fait. Les gens sont intégralement marginalisés, ils ont des codes de marginaux, ils font peur à tout le monde. Pour moi, en fait, il y a un pivot qui se fait dans la mouvance qui permet le début de cette révolution culturelle en termes pratiques. C'est entre 2012 et 2013, c'est-à-dire entre la fondation de Génération Identitaire et l'affaire Méric. Puisqu'en fait, avec Génération Identitaire, il y a la volonté de créer un groupe qui a des codes différents et qui justement s'émancipe des codes visuels du ghetto, comme on dit souvent à l'époque. Et l'affaire Méric, puisqu'en fait, on a un peu oublié, mais l'affaire Méric, c'est une bagarre donc, entre des antifas qui, eux, culturellement, n'ont pas beaucoup évolué depuis cette époque-là, enfin, c'est à peu près les mêmes codes qui sont en vogue, et littéralement une bande de skins, donc les JNR de Serge Ayoub et compagnie. Et en fait, là, il y a une prise de conscience, je pense, du français moyen qui se dit « Ouh, putain, en fait, l'extrême droite, ça ressemble à ça. Ouais, jamais je m'en approche. Oui. » Et je pense d'ailleurs que ça a servi, justement, à cette mouvance de droite radicale, de se dire « Ah, mais en fait, c'est ça l'image qu'on renvoie. » Donc en fait, on se prétend comme les défenseurs du peuple, l'avant-garde qui fera la différence. En fait, personne ne veut s'associer avec nous. Il y a une contradiction évidente. Donc autant jouer la normalisation en se disant il vaut mieux aller trop loin dans la normalisation que pas assez. Il vaut mieux être une sorte de normie embourgeoisé un peu pénible plutôt qu'un skinhead.
Et à l'époque, je pense que c'est le bon calcul, effectivement. Oui, et on peut comprendre le raisonnement d'ailleurs. Bien sûr. Et d'ailleurs, ça a porté ses fruits, puisque c'est cette révolution culturelle 1.0 qui a permis de faire émerger une génération de cadres militants. Je pense que le meilleur exemple de cette réussite, c'est Philippe Vardon, puisque Philippe Vardon, tout le monde le sait, je ne révèle rien ici, a commencé sa carrière militante dans des milieux extrêmement radicaux, qui a fait ce travail de normalisation, qui lui a permis de devenir un cadre politique très respecté. Nicolas Lebourg, le spécialiste des extrêmes droites, disait que c'était le meilleur technicien des droites radicales en France, donc c'est quand même un compliment, je pense, qui est en plus tout à fait mérité. Et rappelons qu'il a été le directeur de campagne de Marion durant la campagne des Européennes à Reconquête, et qu'il est toujours le directeur de campagne et qu'il chapeaute un petit peu pas mal de choses côté idéal en avant. Donc, pourquoi je parle de lui? Parce que je pense qu'il illustre la success story de ce qu'a été la révolution culturelle 1.0. Mais je pense qu'aujourd'hui, peut-être qu'il est temps de faire une mise à jour. Pourquoi? D'une part, parce que, je suis désolé d'enchaîner les clichés, hein, mais le monde se radicalise. Hein, voilà, c'est comme le Seigneur des Anneaux, quoi. Le monde a changé. Il y a quand même un retour de la violence du quotidien, le retour de la guerre, qui est quand même une nouveauté générationnelle pour des Européens comme nous qui avons été habitués au confort. La poursuite de la crise de l'immigration, évidemment. Il y a quand même une présence de la droite dans les médias. Si vous vous souvenez de ce qu'était l'atmosphère médiatique dans les années 2000, par rapport à aujourd'hui, c'était absolument irrespirable. C'était vraiment une chape de plomb ignoble. Aujourd'hui, vous avez un média comme CNews, avec toutes ces erreurs qu'on a évoquées d'ailleurs à l'épisode précédent, mais au moins ça existe. Voilà. Vous avez des leaders de droite transgressifs au niveau mondial qui ont pris le pouvoir. Le meilleur exemple, c'est Trump. Hein. Et d'ailleurs, quoi qu'on en pense sur plein de sujets, c'est même pas la question, mais c'est quelqu'un qui se permet des transgressions, Mélanie, etc. Pareil. L'atomisation sociale qui continue à faire son job. Bref. Et moi, il y a un élément de radicalisation qui me frappe aussi, qui est beaucoup plus récent, puisque celui-là n'a que quelques semaines. Enfin, c'est Quentin, en fait. Oui, aussi. Parce que Quentin, moi, j'aime bien dire que c'est un peu le Matteotti de LFI. C'est-à-dire que, pour les gens qui n'ont pas la référence, je ne sais plus quelle année exactement, je crois que c'est 1900... j'aurais dû réviser avant de venir, je suis très mauvais. Bref, Matteotti, c'est ce journaliste italien socialiste qui se fait assassiner par des militants squadristes donc dans l'Italie de l'après-guerre, sous le gouvernement de Mussolini. Vraisemblablement, c'est pas Mussolini qui a donné l'ordre, toujours est-il que des squadristes l'ont kidnappé, assassiné. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'au début, l'intégralité du corps politique est scandalisée par ce meurtre. Et même Mussolini lui-même qui se dit « Mince, mes gars sont allés trop loin, moi qui ai tout fait pour essayer de me normaliser dans la mesure du possible pour accéder au pouvoir, me voilà mis en difficulté ». Et en fait, Mussolini décide d'assumer intégralement cet assassinat. Quelque part, il le revendique alors qu'il ne l'a pas commandité a priori de ce qu'on sait de cette période. Il fait son Mélenchon, quoi. Voilà, mais voilà, exactement. Et en fait, c'est ça. C'est-à-dire qu'il parle devant le Parlement italien et il dit oui, nous assumons tout, les épisodes les plus violents, etc. Et tout le monde est subjugué. Et cette subjugation lui sert quasiment de bouclier, en fait. C'est-à-dire qu'il devient inattaquable, parce qu'on se dit ah mais en fait, il assume même ça. Ça prouve à quel point on ne peut rien faire. Et je trouve que le parallèle est un peu frappant avec LFI, parce que la différence c'est que LFI n'est pas au pouvoir, mais je trouve qu'il y a un peu la même démarche, où en gros, si vous vous souvenez un peu de la séquence médiatique, quand Quentin se fait tuer, au début on sent quand même que chez eux ça tremble, quoi. Oui. Ils ont mis beaucoup de temps avant de réagir, Voilà. tout ça. Surtout des gens, entre guillemets, haut placés, c'est pas des simples militants, c'est la jeune garde qui est infiltrée, entre guillemets, partout dans l'Assemblée nationale, parce que Raphaël Arnaud, je crois qu'il a 3 ou 4 de ses... C'est un parlementaire qui font partie, ouais. Voilà, qui ont au moins fait de la garde à vue à ce sujet, et donc le principal intéressé, et même son principal collègue, je me souviens plus son nom, mais l'enculé... Jacques-Élie Favreau. Ouais, voilà. Et oui... Et en fait, donc au début, ils tremblent, ils ont quand même assez peur, ils disent même « Ah bon, la jeune garde, mais de quoi s'agit-il? Nous ne connaissons pas ces gens, et puis etc. » Et en fait, là, Mélenchon, il n'y a pas longtemps, fait un meeting où il dit « En fait, Quentin, c'était un néo-nazi, en fait. De toute façon, c'était un adulte, il a fait ses choix. Sous-entendu, il a mérité ce qui lui est arrivé. Tous les mecs applaudissent, personne n'est choqué. Et quand les premiers sondages post-Quentin de sondages d'opinion sortent, LFI, en gros, ne se trouve vraiment pas fragilisé au sein de sa base, en fait. Donc, c'est pour ça que moi, je pense qu'un facteur de radicalisation, c'est Quentin, en fait, c'est le Matteotti de LFI, quoi. Et il faut se rendre compte qu'il n'y a pas seulement LFI, mais il y a toute la médiasphère de gauche qui suit. Il y a même des gens, enfin, il faut se comprendre, tous les rouges
on vient de voir à quel point ils veulent tous notre mort. Là, il y a Clément, qui a un nom... Viktorovitch, là, voilà, qui rigole lorsqu'on lui dit que l'autre il est mort. Il y a des tweetos qui sont... des tweetos et des influenceurs et des streamers qui sont insignifiants, qui sont même pas trop politisés, qui disent bien faire pour sa gueule. C'est-à-dire qu'il y a toute une masse militante qui suit bien au-delà de LFI, et on se rend compte que oui, là, la présidentielle prochaine, ça va être la guérilla, ça va être la guerre totalement même, je pense. Ça, on observe une radicalisation générale à gauche, donc nous, on n'a pas de raison de notre côté de freiner notre radicalité, en fait. Sinon, on va se faire bouffer. Oui, parce qu'en fait, comment dire, en fait, pourquoi on se normalise finalement? C'est parce que la grande masse des gens ne sont pas des radicaux. Ils sont un peu voilà, entre les deux, ils hésitent. Soit ils sont pas très politisés, ou alors ils sont modérés de droite ou modérés de gauche. Et du coup, l'idée, c'est de les séduire. Mais je pense que cet espace pour les modérés, en fait, se réduit parce qu'en fait, toutes leurs offres sont radicales. Et même si le RN se normalise, il devra quelque part être radical, au moins dans sa volonté de proposer l'autorité et l'ordre, même si c'est pas un ordre très idéologique. Et donc voilà, donc c'est le premier point pour lequel, à mon avis, ce retour de la radicalité remet en question la question de la normalisation. Voilà. Oui, et pour un exemple un peu plus trivial, on va dire, c'est des discussions qu'on a eues en interne, parce qu'il y a pas longtemps, je vous ai infligé un énorme pavé dans nos boucles internes Fury, où je vous parlais justement d'une crainte de surnormalisation pour des sujets de com et de musique choisis, notamment. Je sais pas si vous vous souvenez, vous m'avez agréablement ghosté d'ailleurs. Les vocaux étaient trop longs, je confesse, j'ai pas écouté. Non, oui, mais on en a reparlé ensuite. Et effectivement, je repérais, par exemple, c'est pour vous donner un exemple de ce que pourrait être cette révolution 2.0, en tout cas de l'analyse que l'on fait du shift qu'il y a de cette normalité dans notre société. C'est que je disais que les identitaires français, je repérais comme une espèce de tendance à la... de tendance où dans la com on utilisait des musiques de plus en plus soft, avec des gammes majeures, pour ceux qui ont fait un peu de solfège, donc qui rappelaient plus le joyeux, le paisible. D'ailleurs, très important d'être joyeux et paisible, c'est pas la question. Et je repérais comme un adoucissement de notre habillage, de la communication qu'on faisait en France. Et je prenais pour exemple les ids allemands, qui ont d'ailleurs une com est impeccable. Je crois qu'ils ont des équipes de com dans leurs militants. Oui, ils sont très très bons. Donc à chaque fois, c'est vraiment très propre. Et qui, eux, justement, gardaient toujours des musiques plutôt violentes, qui étaient d'ailleurs... Ils gardaient une certaine agressivité esthétique. Voilà, agressivité esthétique, musique très violente que je peux retrouver dans mes playlists perso d'ailleurs. D'ailleurs, dans les exemples que j'ai donnés, c'était le cas. Et sauf que évidemment, c'est bien enrobé, c'est cool, c'est pro. Les mecs sur les vidéos, ils sont cool, beaux gosses, confiants, etc. Et donc, déjà, ça crée pas un décalage. Et il faut savoir qu'en fait, la radicalité, on disait l'époque se radicalise, mais c'est vrai, l'exemple de la musique, c'est intéressant. Tout le monde écoute de la musique violente de nos jours. C'est devenu mainstream, en fait. On a les marrons qui écoutent du rap, on a les blancs qui écoutent du rap, malheureusement, aussi de temps en temps, mais un peu de métal, un peu de funk, un peu de techno à base de bruit de chantier, etc. Tout le monde met de la musique violente pour aller pousser à la salle, etc. Et donc, faudrait pas tomber dans un anachronisme culturel, musical. Et c'était voilà, un exemple. Je me souviens, j'avais littéralement dit, faudrait pas abuser de la révolution culturelle dans le gros pavé que je vous avais dit. Et qu'il faudrait peut-être l'adapter, cette révolution culturelle. Et c'est pour ça, en fait, il faut se rendre compte que la norme, déjà, c'est pas forcément ce qu'on en pense, que l'époque se radicalise, à l'époque où on peut, en 3 clics sur YouTube, retrouver des montages de guerre de tranchées en Ukraine avec des montages funk dessus, on peut se permettre une certaine radicalisation. Nos zoomers de nos jours, ils sont dans un univers mental qui est drastiquement différent. Avec des choses sur TikTok qui vont bien au-delà de la révolution culturelle. Oui, voilà. Et en masse. Mais on voit des normies non politisés qui ont plus de couilles que certains militants, quoi. En tout cas, plus de transgressions, parfois peut-être mal dosées, mais il y a toute une nouvelle culture radicale, mainstream, c'est un petit peu l'oxymore, radical mainstream, qui se crée. Et donc voilà un exemple de discussion qu'on a eu en interne sur assumer une part de violence culturelle en termes de communication en tout cas. Et justement, il faut pas tout confondre, c'est là où c'est subtil. C'est que c'est pas parce que la violence est devenue un peu mainstream que tout ce qui est violent est intéressant. Si on se met à faire
des montages avec des musiques comme il y a pu en avoir dans les années 70, 80, 90, où on met, je sais pas, moi, du vieux métal un peu has-been, même un peu du riff ou du rap qui a assez mal vieilli musicalement. Ok, peut-être ça serait violent, mais ça serait cringe. Alors que ce qu'il faut, c'est pas forcément quelque chose qui est violent, mais c'est quelque chose qui est violent et adapté. Et donc, comment? Qu'il soit cool. Voilà, qu'il soit cool quelque part, voilà, c'est tout simplement ça. Et donc, la révolution culturelle 2.0, c'est ça, c'est attention, la normalité, c'est pas ce qu'on en croit, et d'abord ayons une analyse un peu plus fine et subtile de ce qui peut au mieux nous servir pour trouver les points d'accroche avec notre public cible, en quelque sorte. Voilà. Oui, bah en fait, ce que Théodore et Thibaut vous venez de dire, moi ça recoupe exactement le sujet que je voulais approfondir, c'est que en fait l'ancien critère de la révolution culturelle, c'était on recherche ce qui est normal et on évite ce qui est excessivement radical. Je pense que le critère qui me semble plus pertinent aujourd'hui, c'est on recherche ce qui est cool, même si on sait que c'est difficile à définir le cool. Ouais, le cool, c'est comme l'intelligence ou de la pornographie, quoi. C'est dur à définir, mais c'est facile à reconnaître. Je pense que c'est un peu la même chose. C'est-à-dire que donc on recherche le cool et on évite du coup le cringe, en fait, tout simplement. Et pour moi, c'est les critères qui dominent, en fait, parce que à partir du moment où on devient cool avec toute la polysémie de ce terme-là, en fait, on a ce pouvoir de séduction et de fascination pour nos idées. Parce qu'encore une fois, je veux dire, Flanders, ok, n'est pas menaçant, mais s'il parle de remigration, bah en fait, c'est pas Flanders qui se radicalise, c'est la remigration qui devient cringe et neuil, en fait. Oui. En fait, c'est ça le truc. Alors que si quelqu'un qui a une forme de, comment pourrait-on dire, de prescience culturelle, une certaine attitude, qui a des codes qui le rendent intéressant, fascinant, même séduisant, là, du coup, l'idée qu'il porte bah, adopte aussi ses caractères, en fait. C'est pour ça qu'on disait, il faut pas chercher à être normal, il faut chercher plutôt à être aristocrate, si je veux employer des termes, mais être les meilleurs pour pouvoir avoir cet effet de séduction, en fait. Oui. Le normal n'est pas forcément séduisant, quoi. Et même, je te dirais, en fait, même dire le meilleur, enfin, je comprends ce que tu veux dire, et évidemment que sur le fond, je suis d'accord, mais disons que c'est même critiquable, en fait, parce qu'on pourrait dire que le meilleur, c'est juste le normal avec les potentiomètres tournés à fond, en fait, tu vois. Alors qu'en fait, pour moi, c'est même pas ça, c'est vraiment ce qu'on appelle le cool. Et justement, c'est parce que c'est à peu près impossible à définir que c'est intéressant. Et à mon avis, c'est ce qu'il faut chercher, en fait. Si on est trop lisse, on est ennuyeux, tout le monde s'en fout, voire pire, on est ridicule, en fait. Mais de la même manière, une radicalité qui est mal dosée ou mal positionnée peut devenir ridicule aussi, en fait. Oui, et marginal, du coup. Bah, par exemple, si on prend ce qu'on appelle en général le fameux milieu FAF. Bon, les FAF ont ce truc de vouloir cultiver une forme de radicalité esthétique. Or, il y a des exemples où cette radicalité esthétique peut être porteuse d'une certaine énergie, peut être séduisante, ça peut notamment faire vibrer un peu le cœur des jeunes hommes qui ont besoin de ce sentiment d'aventure, de liberté, ce truc quasiment libidinal, pourrait-on dire. Mais en fait, ça peut aussi devenir une usine à clones ridicule, en fait. Puisqu'en fait, à partir du moment où vous défendez une radicalité esthétique, mais qui est quasiment produite en masse à la chaîne par des milliers de mecs tous pareils, et en fait, on se comprend que c'est pas de la radicalité ou une prise de risque, c'est juste un peu comme à l'époque, vous étiez gothique ou new wave ou punk ou machin, et c'était juste une contre-culture dont vous singez les codes pour avoir une tribu d'appartenance. Voilà, c'est quitter le troupeau A pour aller vers le troupeau B, Voilà. sans même comprendre ce qui fait la cohérence de ce troupeau B ou de ce troupeau Tout à A. fait. En fait, ça devient juste un déguisement parmi d'autres. Exactement. Mais je le disais justement quand on préparait cet épisode. Alors forcément, parce que même si je suis trentenaire, j'ai un cerveau de zoomer grillé à la dopamine. Alors quand je lis, parfois il m'arrive de scroller en même temps. Et je scrollais du 0 HP Lovecraft, qui est un tweetos de la sphère anglo-saxonne et qui flirte un petit peu avec la nébuleuse néo-réactionnaire, et qui tweetait il y a deux sortes de dissidents de droite, celui qui s'attarde à être vraiment dissident et celui qui s'attarde à être vraiment de droite. Et je crois qu'il y a vraiment de ça dans des militants plus ou moins novices d'ailleurs, qui, notamment à l'approche de certaines échéances présidentielles, il y a une effervescence qui fait que de nombreuses personnes se mettent à la politique, font parfois passent le cap de l'activisme, et donc font des cours de rattrapage intensifs pour se forger une espèce de culture idéologique et esthétique plus ou moins cohérente, et sauf qu'ils piochent à droite à gauche des choses plus ou moins contradictoires. Ils enrobent cela
une radicalité un peu artificielle pour essayer de faire tenir le tout un peu ensemble, et ça donne des profils cringe. Moi, j'ai repéré 2 archétypes. C'est, comme disait le jeune skinhead, skinny fat, Le poseur, en fait. le poseur, voilà, qui porte mal sa Arlington, et de l'autre côté, l'étudiant saucisson pinard qui met des bérets dans les banquets et qui de temps en temps met des costumes costard-cravate, qui remplit tout juste parce qu'il a juste 17 ans, quoi. Et donc on a une sorte d'imposture parce que les gens essayent de singer ceux qui pensent être de droite, mais en fait, ils ne comprennent pas ce que c'est d'être de droite. Juste, ils s'attardent à être dissidents et ils font rimer radicalité avec marginalité plutôt qu'avec cohérence et cool, justement. Oui, en fait, on cherche son déguisement parce que c'est le signal qu'on appartient à la bonne tribu. Et en soi, c'est un instinct humain qui est parfaitement légitime. Mais en fait, je pense qu'il faut quand même subordonner les choses secondaires aux choses importantes. C'est-à-dire que si on est dans une optique, comment dire, qui a vocation à attirer, en fait, il faut aussi rechercher une forme d'authenticité, parce que quoi qu'on en dise, le cerveau humain est quand même assez bien calibré pour différencier ce qui tient uniquement de l'attitude et qui est très artificiel, et ce qui tient d'une vraie pulsion interne qui s'exprime, et qui, même si elle n'est pas la nôtre, on peut en comprendre l'intérêt, elle peut générer de la curiosité, de la fascination. Mais pour moi, tu as dit le mot-clé que je voulais aborder parce que récemment, grâce à Philippe Bailly et ses traductions, on redécouvrait un peu Adriano Romualdi, donc militant italien de l'après-guerre, et qui a fait beaucoup de textes sur l'autocritique de la mouvance, on va dire, au sens large. Et donc, je lisais, ou on lisait d'ailleurs, son texte « La culture de droite entre imposture et authenticité ». C'est le terme que tu as employé. Et il disait à gauche, globalement, les gens, il y a une culture assez foisonnante et cohérente et monolithique, parce qu'en fait, ils ont une même vision du monde. Ils comprennent ce que ça veut dire globalement d'être de gauche. En gros, c'est être un rouge, c'est l'humanité, se créer dans les valeurs, c'est l'égalitarisme, etc. Et à droite, bon, il a des mots très durs, hein, je le cite, mais en vrai, parfois je suis un peu d'accord. Nicolas Faure parlait de radicalité adolescente, et en fait, c'est un phénomène qui existe. Et Romualdi disait, oui, à droite, il y a peut-être un travail doctrinal qui n'est pas fait par de nombreuses personnes qui sont justement attachées plus à l'esthétique ou quoi, donc qui piochent dans des nostalgies, dans des images, dans des valeurs ponctuelles et éphémères. Sauf que la droite, en fait, c'est pas ça. Être de droite, c'est quelque chose, c'est un logiciel profond interne, comme tu disais. C'est plus une ligne de conduite aristocratique, anti-égalitaire, qui a pas peur d'être iconoclaste, etc. Bon, je pourrais citer d'autres arguments, mais c'est quelque chose de profond, qui est justement particulièrement pas éphémère et qui peut réactualiser ses valeurs à un instant T. Et les gens, en fait, ne comprennent pas ça. Romualdi, il explique, c'est la compréhension de cette fameuse témérité révolutionnaire nietzschéenne dont il parle, où il parle de la fameuse citation de Nietzsche où il dit « Ce qui s'effondre, il ne faut pas le retenir, il faut le pousser, il faut l'achever quelque part. » Donc, pas avoir peur de faire table rase de ce qui ne fonctionne pas pour réactualiser ses valeurs. Et en fait, voilà, les militants de droite, et particulièrement les novices, ne savent pas ce que c'est d'être de droite. Ils comprennent pas ce logiciel interne, cet arché, si j'ai envie de rajouter de la phraseologie de Faye, on va dire. Et on a donc ces gens qui font un millefeuille idéologique tout à fait incohérent, qui confondent puritanisme avec radicalité, purisme avec radicalité, et ça donne les 2 archétypes dont on parlait, qui sont cringe et absolument anachroniques, pas du tout adaptés à notre situation, quoi. Je pense qu'au-delà des incompréhensions, c'est aussi différents états d'esprit. C'est que je pense qu'il y a une vraie différence entre le rebelle qui en fait trouve son plaisir dans le fait d'être un marginal hors de la société avec ses codes propres, etc., qui ne sont pas les codes des normies. Et on va dire le révolutionnaire qui en fait est prêt à faire un petit peu tous les sacrifices, quitte à ressembler à un mec un peu normal, à essayer d'être un peu cool ou quoi, mais qui lui veut vraiment gagner, qui ne se complaint pas dans cette marginalité et qui aimerait avoir vraiment ses idées au pouvoir, hein, quitte à ce que ça devienne les idées de tout le monde quelque part. Parce qu'en fait, notre objectif à nous, c'est de gagner en fait. C'est pas d'être les mecs cool. Mais c'est justement ça. Des fois, cette dissidence, cette marginalité, c'est un peu un barreau d'honneur. Et c'est là où tu vois des vrais militants
de certains poseurs, c'est-à-dire que tu sens qu'ils ne croient pas en leur vision du monde, ou en tout cas qu'ils ne croient pas à leur capacité de la faire gagner. Et du coup, ils se disent foutu pour perdu, barreau d'honneur, autant se faire plaisir, soyons marginal, voilà. Alors que le militant convaincu, il a confiance à sa vision du monde, et en tout cas, il veut la faire gagner, et il pense pouvoir la faire gagner, il pense stratégie, donc il pense efficacité, il pense réalisme, et c'est ça qui différencie effectivement un militant souvent plus dissident que réellement de droite, et réellement radical. Oui, pardon. Mais en fait, c'est qu'ils trouvent leur plaisir dans le fait d'être le dernier carré, alors que nous, notre objectif, c'est d'être l'avant-garde, en fait. On se positionne pas au même endroit, quoi. En fait, marginalité, c'est synonyme d'avoir perdu, en fait. Le but, c'est d'être dominant en termes idéologiques, de séduire et d'être populaire, hein, quelque part. Et en fait, pour moi, c'est même pas le problème d'être marginal, c'est dans une marginalité qui est inopérante, qui est impuissante et qui est ridicule. Parce qu'on pourrait imaginer une marginalité qui est fascinante. Il y a des grands hommes qui ont vécu, on va dire des figures, quoi, qui ont vécu des modes de vie qui pourraient être considérés comme marginaux. Il y a plein de grands écrivains, de grands penseurs qui ont jamais eu une thune. Diogène le cynique. Oui, voilà, super. Donc l'inventeur du cosmopolitisme, il y a 3500 ans. Mais je sais pas, si on prend par exemple même quelqu'un comme, Sioran, qui a toujours eu des problèmes de fric pas possibles, etc. On peut considérer que c'est un marginal. Renaud Camus, qui a inventé le syntagme de grand remplacement, objectivement est un marginal à beaucoup d'égards. Mais en fait, c'est des gens qui ont quand même créé quelque chose qui est respectable et qui est fascinant, en fait, et qui donc est utile. Et leur but, je crois, n'était pas d'être marginal, par contre. Ils Après, pouvaient l'être, hein, peut-être pouvaient non, mais l'apprécier. ils étaient dans une démarche d'authenticité, en fait. C'est-à-dire Voilà. que même eux qui n'étaient pas dans une démarche de stratégie, parce que c'était pas du tout des militants, voilà, c'était au moins une démarche d'authenticité. Et en fait, oui, c'est un peu ce qui nous manque. Parce que toi, là, Thibaudet, tu parlais la distinction entre le rebelle et le révolutionnaire. Bon, bah là, c'est la distinction opérée par Faye. Je sais plus dans quel texte d'ailleurs. Je sais plus, je l'ai lu. Ouais, je sais plus si dans Avant-guerre ou dans un autre. Mais en fait, oui, c'est-à-dire que la différence, c'est que le rebelle tire une rente d'ego personnel de son inadaptation au monde actuel. Autrement dit, le fait que le monde ne lui convienne pas est la garantie de préserver qui il est. Alors, donc, il en tire une satisfaction. Alors que le révolutionnaire, bon, il y aura des choses à dire sur ce terme, mais on s'en fout, c'est pas le sujet. Le révolutionnaire, en fait, souffre authentiquement de son inadaptation au monde. Et donc, dans la mesure où il en souffre, il a besoin que le monde change. Et pour que le monde change, évidemment, il faut faire des efforts considérables. Et donc, c'est quelqu'un qui préfère sacrifier une gratification personnelle immédiate pour causer ce changement du monde qui, in fine, lui sera bien plus bénéfique. Et donc, c'est pour ça, je pense que le maintien artificiel dans des codes et des références complètement dépassées, soit terrifiantes, soit ridicules, soit même incompréhensibles, on le justifie en disant non, moi je suis l'homme du dernier carré, je maintiens la flamme, je détiens la torche, etc. En fait, tout ça, c'est un peu du témoignage stérile, parce que au bout du compte, qu'est-ce que ça fait? Et en fait, si on compte les choses selon ce critère-là, la culture du résultat, bah de fait, le rendement est quand même pas très bon, et qu'en fait, en abandonnant le vieux folklore, l'idée n'est pas de dire, donc ça vaut le coup de le marteler, même si on le dit depuis 1h30, l'idée d'abandonner une partie du folklore ne veut pas dire se fondre dans une masse informe, nulle, conformiste, parce qu'on a appelé le phénomène Flanders, en fait. C'est l'occasion de faire un travail d'exploration authentique pour voir quelles sont les vraies choses qu'on peut découvrir, les symboles, les signes, les formules, les idées, les pratiques. Et en fait, ça qui non seulement seront adaptés, mais qui seront en plus authentiques. C'est pas un patrimoine qu'on aura emprunté à quelqu'un d'autre, ce sera aussi à nous, en fait. Oui, voilà, c'est pas synonyme de se trahir. Au Voilà. contraire, c'est de se retrouver Justement, c'est d'autant plus faire preuve de fidélité, quoi. Absolument. Et justement, comme on disait, il y a donc ce phénomène-là du rebelle qui se fait un cours de rattrapage intensif mais incohérent. Ben, c'est aussi notre travail à nous, je me permets de dire nous, militants confirmés, mais de toute chapelle, pas seulement chez les identitaires, mais y compris chez les identitaires, à trouver ces âmes égarées et à les remettre dans le droit chemin, à leur expliquer la norme. Et c'est aussi un obstacle lorsqu'on fait du recrutement. C'est parce que le vrai révolutionnaire, justement, ben, il a cet aspect un peu romantique, sacrificiel, où il va volontairement plus être dans une démarche de don de soi que d'attente. Et le problème, c'est que dans le militantisme, lorsqu'on fait du recrutement,
c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas cette psychologie du révolutionnaire, mais plus celle du rebelle. Et donc, c'est à nous non seulement d'essayer de les tourner en révolutionnaires, ou d'être suffisamment lucide pour faire le tri et écarter les gens qui sont globalement là pour espérer un rendement, un retour, plutôt que de donner quelque chose à la cause, quoi. Oui, d'ailleurs, c'est un des red flags les plus faciles à identifier pour faire le tri entre les deux. C'est les gens qui sont très disponibles pour militer, qui donnent beaucoup, mais qui en fait ne vont pas passer leur temps à parler de ça aux autres gens dans leur vie. Et à contrario, il y a vraiment le red flag, parce que moi ça fait quelques années que je suis dans le game et que j'ai fait du recrutement, où ça on le voit, c'est les mecs, on les recrute, on les voit, allez, 2 fois par an, une fois pour le banquet de fin d'année et une fois quand ils ont le temps, parce que leurs potes ont décommandé la soirée qui était prévue. Et ces mecs-là qui vont à tous leurs potes dire moi je suis militant. Ouais. Moi les mecs je les connais. Tu connais. Alors Banger, on va raconter une anecdote. C'est une de mes préférées du milieu. Donc là il faudra que je l'anonymise en improvisation parce que j'avais pas prévu d'en parler, mais c'est vraiment beaucoup trop drôle. On bipera au pire, on bipera. Pas Stéphane, son voilà. pseudo. Donc il s'avère qu'à l'époque je faisais partie des cadres, voilà, des identitaires toulousains, et nous étions plusieurs cadres. Nous étions 2 dirigeants principaux. Et on avait recruté un type qui, ma foi, était sympathique, mais qui, objectivement, n'était pas assidu. Et ce gars-là, donc cette recrue peu assidue, aimait dire à tous ses proches ouais, moi je suis militant à Fury, ouais, je suis hyper impliqué. D'ailleurs, je connais très bien le leader, et il parlait de mon collègue, donc l'autre leader. Co-responsable. Et il aimait bien dire oui, d'ailleurs, je le connais très bien, bah oui, on est potes, bien sûr. Et un jour, on va à une soirée quelconque, où il y a plein de gens de la mouvance, et il va voir donc un bonhomme, et il lui fait le speech habituel, ouais, moi je suis militant, ouais, le mode de vie militant, je connais bien et tout. Et d'ailleurs, je suis très pote avec donc un tel qui était l'autre leader. Et donc le gars à qui il parle, il fait ah ouais, tu connais bien machin. Il fait ah ouais, carrément et tout. Il fait bah, ça tombe bien, c'est moi. Je m'en souviens. Oui. Et donc la recrue en question, évidemment, se liquéfie sur place. Surtout cette personne, justement, peut être tout à fait intimidante. Voilà, donc la personne à qui il a menti a le sens de l'humour, mais dans certaines limites. Bon, ce jour-là, il était bien luné, et il a fait c'est marrant, parce que tu me connais très bien, moi je ne t'ai jamais vu, comment ça se fait. Bref, donc voilà, c'était plus une anecdote pour rigoler, mais c'est pour illustrer aussi voilà, que en fait, les red flags, on les identifie assez vite. Des anecdotes comme ça, il y en a plein. Alors moi, je disais Stéphane, parce que je pensais à une autre personne qui est actuellement celui qui dirige le mouvement avec toi. Il y a un petit peu le même exemple avec un mec qu'il a croisé à la salle. Il va le brancher en lui demandant, parce qu'il était habillé un peu, voilà, avec des habits assez politiques. Tu milites, tout ça. Et le mec, il fait, ouais, je suis chez Fury. Alors que le mec, on l'avait jamais vu. Il était vaguement sympa, il n'est jamais venu à rien. Et du coup, il a une petite surprise. Voilà, il s'est rendu compte que c'est marrant, moi aussi, je suis chez Fury, je suis le chef. D'ailleurs, je dirais, le mouvement, c'est tout à fait curieux. On t'a pas vu en recrutement. Ouais, on te voit plus aux soirées. Mais c'est une transition à peu près bien trouvée, justement, ce qu'on dit, parce qu'il y a ce phénomène, et pour retourner au sujet, où on a évoqué le C9M. Il y a ce fameux sujet où il y a des gens qui vont en soirée avec des potes plutôt que de venir militer. Par contre, le C9M, ils en ont 800 posts sur Instagram chaque année à ce moment-là. Et ça nous fait la transition. Le C9M, qu'est-ce qu'on en pense justement dans ce contexte de la révolution culturelle ? Moi, j'aimerais bien préfacer mon intervention en disant que moi, je suis jamais... Enfin, j'avais assisté de loin à un C9M il y a... je sais plus... je crois 6-7 ans, je sais plus, un truc comme ça. Mais en fait, globalement, par coïncidence en réalité. Hein, j'ai pas participé, c'est juste que voilà. Mais j'y suis jamais allé sinon. D'une part, parce que c'est vrai que nous, chez les identitaires, on n'a pas la culture du C9M. Parce que c'est vrai que pendant longtemps, l'idée c'était que conformément à la révolution culturelle dans sa version ne serait-ce que 1.0, on se rend pas au C9M. En plus, c'est quand même quelque chose qui vient pas forcément de notre famille politique au sens vraiment précis, quoi. C'est pas un truc des ides, à la base, c'est formé par le FNJ de l'époque et le truc de je crois que c'est l'œuvre française, puisque Des Yeux y était. Bref, donc c'est un truc qui ne vient pas de notre galaxie. Toujours est-il que depuis quelques années, on voit un truc intéressant au C9M, c'est que d'une part, il y a une bonne participation. On est à des chiffres de 1000-1500, ce qui est objectivement... La croissance, c'est très élevé d'année en année, là, ces dernières années. Oui, donc c'est des chiffres qui sont vraiment très respectables. Deuxième élément, c'est que esthétiquement, il y a eu un vrai effort qui a été fait. Alors, on sent bien la source d'inspiration italienne, il n'y a pas de problème là-dessus, mais toujours est-il que c'est bien organisé, c'est carré.
Et troisième point, qu'il n'y a pas de débordement. C'est-à-dire qu'on peut dire ce qu'on veut, il n'y a pas de bagarre, il n'y a pas de, je sais pas, d'agression, de conneries comme ça. Et donc, en fait, la vision que je porte sur cet événement, c'est que, bon, moi, je dirais pas, d'une part, parce que, bon, moi, je suis pas nationaliste révolutionnaire, donc voilà, c'est pas fait pour moi, tout simplement. Et deuxième élément, c'est vrai que les hommages récurrents, c'est pas forcément ma came non plus. C'est Parce ça que le problème de la mouvance. On se réunit très souvent pour des hommages, malheureusement, pas assez souvent pour autre chose, quoi. Voilà, alors c'est pas contradictoire avec le fait d'être rendu au rassemblement pour Quentin, je pense qu'il fallait le faire, c'est un événement historique, mais je pense pas qu'il fallait forcément structurer notre calendrier ou notre conception du temps militant uniquement autour du souvenir pour les morts, parce que je pense que ça peut vite devenir quelque chose d'un peu paralysant. Bon, ça encore une fois, c'est une opinion. Toujours est-il que le CNFM dans sa forme actuelle me semble bien plus facile à défendre qu'il ne l'a été par le passé. D'ailleurs, la preuve, c'est que quand il y a des éditions du CNFM depuis quelques années, quand on regarde les réactions sur Twitter, en fait, bon, c'est simple. Bon, tous les gauchistes appellent à massacrer les participants, mais bon, ça, ils le font chaque année de toute façon. Et après, les gens même de droite, un peu molles, même si on sent qu'ils peuvent être un peu intimidés par la radicalité, disent bon, bah, au moins, il faut admettre, ils foutent pas le bordel, c'est bien organisé, ils dérangent personne. Voilà. En vrai, c'est déjà pas mal comme brevet. Parce qu'il y a quelques années, en vrai, je pense que les gens moyens sur Twitter n'auraient pas dit ça. Bref. Ah, ça se voit que l'orga a changé aussi. Oui, bah, ça se voit que les organisateurs savent ce qu'ils font, en fait. Donc ça, c'est un bon point. Après, sur le CNFM, je pense que de toute façon, dans le milieu, il y a ce qu'on appellerait des faf, mais au sens un peu à l'ancienne, quoi. Des gens qui aiment les croix celtiques, les roues solaires, les trucs comme ça. Bon, pareil, c'est pas ma came, mais en fait, il y aura toujours des gens comme ça, c'est plus une donnée du milieu qu'une variable. Donc ces gens-là, dans la mesure où de toute façon ils feront partie de la mouvance au sens large, je préfère qu'ils se rendent à un CNFM bien organisé, plutôt qu'à un CNFM mal organisé, ou plutôt qu'ils foutent le bordel le reste de l'année, et qu'ils décrédibilisent le reste de la mouvance. Parce que objectivement, aujourd'hui, je pense que ce serait assez, comment dire, maladroit, ou pour moi ce serait une erreur, de dire s'il y a des problèmes dans la mouvance, d'image notamment, ça vient par exemple du CNFM. Ça, je pense que c'est un discours qui n'est plus vrai du tout. Voilà. Ça a pu être vrai à une époque, je pense que ça ne l'est plus, le problème ne vient pas de là, et donc je pense qu'il ne faut pas se trouver des coupables un peu faciles par habitude. S'il y a des problèmes, à mon avis, ils ne viennent pas de là, ils viennent de quelque chose de plus profond qu'on a déjà évoqué, qui est qu'il y a parfois un manque d'authenticité dans la mouvance, mais si le CNFM si on considère que le CNFM est coupable de ce manque d'authenticité, en fait, quasiment toute la mouvance en est coupable à des degrés divers et de manière diverse. Oui, il est aussi coupable de... C'est la rançon du succès. En fait, il y a beaucoup de gens qui vont, qui sont peut-être pas authentiques, mais c'est parce que le rassemblement attire bien au-delà des militants basiques, en fait. Tout à fait. Mais tout ça pour dire que on peut critiquer effectivement une forme de radicalité esthétique qui semble un peu appartenir à un monde un peu passé. Bon, Captain NR, c'était marrant quand même. Ouais, il y avait un style, hein, résolument. Mais je pense d'une part qu'il ne faut pas que ça devienne un alibi facile pour éviter de faire une autocritique. Et d'autre part, de fait, ils ont réussi, dans la mesure du possible, quand on a les codes, quand on est dans l'univers mental nationaliste révolutionnaire, à dépoussiérer leurs codes pour les rendre plus compatibles avec l'époque. Donc voilà, moi ça ne changera pas ma non-participation au CNFM pour des raisons en plus qui me sont personnelles, et voilà. Toujours est-il que si je dois essayer d'être le plus rationnel et objectif sur cette question-là, la qualité de l'événement fait qu'aujourd'hui, on ne peut plus s'en servir comme un alibi ou un fusible pour critiquer l'image de la mouvance. Je pense qu'il y a d'autres cibles, mais que le CNFM, objectivement, aujourd'hui, n'en fait plus partie. Peut-être que ça changera le jour où l'équipe de l'organisation changera, et peut-être que les prochaines éditions seront moins bien foutues, et du coup, là, les critiques redeviendront légitimes. Toujours est-il qu'aujourd'hui, ça me semble plus adapté, quoi. Non, oui, le CNFM, en tout cas, pour l'instant, a l'air de s'être amélioré largement depuis cette nouvelle organisation. Et bien sûr qu'il y a toujours une imagerie radicale, c'est leur style, mais je pense qu'elle va dans le bon sens. Il ne faudrait pas qu'elle serve d'alibi et que, de manière générale, n'importe quel écart à cette norme qui est pointée du doigt par certains devienne un alibi pour faire le procès de tout ce qui ne marche pas dans la mouvance, quoi. Oui, parce qu'en fait, un autre exemple d'alibi, et ça refait lien avec ce qu'on vous disait au début de l'épisode, qu'on a participé à la manif pour Quentin, on a dit qu'on le réévoquerait, c'est l'occasion de le faire. Donc si vous avez suivi un peu la séquence médiatique après la manif, donc la manif se tient,
dans la nuit, il n'y a pas de violence. La préfecture, le lendemain, fait un communiqué pour dire qu'il n'y a pas eu de violence suite à la manif, ce qui n'était pas une garantie non plus. Toujours est-il que ça a été fait, donc bravo aux participants, aux organisateurs. Mais immédiatement, les médias, on va dire, du système se sont emparés de 2 petits phénomènes pour diaboliser la manif. C'était le fait qu'un imbécile dans le cortège a essayé de tendre le bras. Oui, oui. D'ailleurs, qui a été interrompu immédiatement par un mec juste à côté de lui. Donc ça prouve bien que c'était pas la coloration de l'événement, mais qu'importe. Mais voilà, donc ça c'est un exemple d'alibi. Oui, mais en fait, c'est à cause de ce genre de comportement qu'on perd. Non, ça c'est une distraction qui est amenée par les médias du système, puisque en fait, soyons honnêtes 2 minutes, s'il n'y avait pas eu ce comportement, qui est un comportement de merde, là n'est pas la question, mais c'est un micro-événement, s'il n'y avait pas eu ça, ils auraient trouvé autre chose comme, regardez le nombre de personnes en noir, regardez, ils ont vraiment des têtes patibulaires, enfin on sait qu'ils auraient trouvé des conneries en fait. Donc l'idée n'est pas de dire, puisque les médias trouveront des munitions, autant leur en donner, c'est pas du tout ça, ça n'a jamais été l'approche qu'on a défendue, c'est de dire, faut pas prendre pour une grosse munition ce qui est en fait un petit pétard nul qui nous jette dessus. Première chose. Et le deuxième micro-événement qui a été sollicité médiatiquement, c'est le fait que si vous avez vu les images, et ça vous le savez d'autant plus si vous avez participé au rassemblement, sur le trajet, vous avez un maghrébin qui était sur le côté, qui en gros comprend que c'est une manif pour Quentin, et il met sa musique de merde sur son téléphone, et il se met à danser, à faire le con, voilà. Ouais, il disait un truc, je sais plus, genre on fêtera la mort de Quentin après le phto, le machin. Il faisait ces trucs, ces mimiques, ça a duré longtemps en plus, parce que ça avançait pas du tout le cortège à ce moment-là. Et il narguait les mêmes personnes, ça a duré 5-10 minutes, c'était... C'est interminable. Et il était avec 2-3 Khadija qui avaient justement des cutters dans les Ouais, c'est mains vrai. également. Faut Oui, rappeler ça aussi. Ça, c'est pas sorti par contre. Ouais. Mais donc, ce maghrébin qui fait la méthode habituelle, c'est-à-dire qu'il provoque, il se rend insupportable, ce qui est un art multimillénaire chez ce peuple. Moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit, bon, bah, ce mec va, j'allais dire, rejoindre le Valhalla, non, enfin, l'équivalent pour les Algériens, donc, je sais pas, comment ça s'appelle. La chambre à 42 vierges, quoi. Ouais, j'en sais rien, enfin, bref. Il va rejoindre Air Algérie, quoi. Et en fait, non, parce que objectivement, le SO a fait le travail. Ils sont allés le voir en lui disant, bon, arrête tes conneries. Après, le type a été évacué sans violence. Alors, évidemment, il a fait le numéro de la pleurniche habituelle parce que, bah, quelque part, c'est leur identité, hein, voilà. Je me souviens, parce que moi j'ai entendu quand il s'est fait exfiltrer par quelqu'un du SO qu'on connaît bien en plus, et il lui faisait allez, viens péter ton 1v1 là. Connaissant le mec qui disait ça, je pense que le Valhalla, il aurait très vite trouvé. Enfin bref. Et en fait, tout ça pour dire que là, et donc voilà, pourquoi je parle de ça, parce que ce maghrébin qui fait cette provocation, il y a des enregistrements, j'imagine, qui viennent de l'intérieur du cortège, où on entend un mec le traiter de, bon, on va pas le dire pour l'algo, mais du mot en B. Voilà, le fameux mot de Thibaut Inche. Voilà. Thibaut Inche de sonne, Fouzia. ça sonne comme bagnole, mais ça ne veut pas dire voiture, quoi. Et il y a tout ce truc, oh là, insulte raciste et tout, mais alors, et pareil, encore une fois, ça c'est un alibi, quoi. C'est une distraction débile sur un cortège de 3500 personnes qui rend hommage à un mort assassiné. Vous avez un maghrébin pénible qui fait une hyper provocation, et le seul truc qu'il reçoit, c'est de se faire insulter de... Hein, par une personne sur 3500. Par une personne sur 3500. 5%. Voilà. Mais en fait, c'est un luxe. Parce que je suis presque surpris. Parce que les choses soient claires, il méritait bien pire. Ah, mais, il méritait bien. Il a pris un gros mot. Oui, Au-delà du fait qu'il méritait, il a failli plusieurs moments prendre bien sûr. Mais ça ne s'est pas fait grâce à la retenue des participants, qui auraient été politiquement mis en tort, mais qui, moralement, je suis désolé de le dire, auraient été pleinement légitimes. Je crois que Nicolas Faure, d'ailleurs, dit cela dans sa vidéo. Mais voilà. Et tout ça pour dire que ça, pareil, c'est de la distraction, c'est pas réel. Ça, c'est pas des accusations réelles, c'est alimenté par de la pure mauvaise foi, on s'en fout. La réalité, c'est qu'il y a eu, je prends l'exemple du Rassemblement pour Quentin, beaucoup de monde, ça s'est bien tenu, ça a été digne. Il y a toujours, quand vous connaissez le milieu politique, vous rassemblez 3000 personnes, vous avez toujours au moins un demi% de mecs qui foutent la merde, parce que ils sont inadaptés, ils sont antisociaux, ils sont stupides, etc. C'est facile à trouver. Quotidien fait toujours son beurre là-dessus. Et d'ailleurs, la même chose chez les gauches, oui. C'est juste que les médias n'en parlent pas, en fait, simplement. Enfin, je me souviens en 2012, pour la présidentielle, je m'étais rendu à un meeting de Mélenchon, non pas que j'étais mélenchoniste, mais je me suis dit que c'était l'occasion de voir un moment politique. Bon, bah, dans la salle, où il fait sa présentation, il y a 2 personnes qui ont des drapeaux de l'URSS. Tout le monde s'en fout. Ça ne choque personne, alors que pourtant, c'est quand même un régime parmi les plus criminels de toute l'histoire de l'humanité. Non, mais ça, le communisme, les rouges jouissent d'une
d'une normalisation justement infondée, je ne comprendrai jamais pourquoi. C'est ça, c'est qu'en fait, admettons que vous soyez un des organisateurs, que vous soyez invité sur un plateau télé, et que, j'en sais rien, Léa Salamé vous fasse une leçon de morale. Ah ouais, mais vous avez vu ce pauvre maghrébin qui a subi une insulte raciste? En fait, la bonne réponse, c'est de dire, mais objectivement, il méritait pire. De deux, en fait, on lui a évité ça parce qu'on sait se tenir. Arrêtez de faire distraction. On est là pour rendre hommage à un jeune qui a été tué par, oui, ce qu'on peut appeler de l'ultra-violence, voire du terrorisme d'extrême gauche. Le vrai sujet, c'est le fait qu'il faut foutre Raphaël Arnaud et ses potes en prison, en fait. Exactement, c'est vraiment cette stratégie qu'il faut que nos politiques adoptent. C'est-à-dire que La contre-offensive. face au manque de bon sens des attaques qu'il y a en face, il faut sortir de cette volonté d'être toujours sur la défensive, en fait. Repérons quand la mauvaise foi est chez les autres, et quand il y a de la mauvaise foi, on peut largement être sur une offensive acharnée sur des sujets où en fait on a raison, quoi. Donc ça, il faut vraiment que sur la forme, et certains politiques commencent à l'avoir, mais il faut arrêter d'être sur la défensive, sur la culpabilité permanente, Le quoi. truc, c'est que quand vous vous excusez, vous vous accusez. Donc il est tout à fait sain, pour refaire le lien avec le sujet de l'épisode, de faire une autocritique, ça c'est fondamental, d'éviter les comportements stériles, les provocations qui ne servent à rien, les comportements où simplement on se fait plaisir, quitte à sacrifier l'efficacité du combat politique. Ça, c'est très bien d'en faire la critique et d'essayer de purger ces comportements. Mais il faut bien comprendre aussi que certaines accusations sur ces comportements sont faites de mauvaise foi, justement pour nous paralyser et pour nous forcer dans des querelles byzantines qui parfois n'ont pas de sens. Donc on peut faire preuve de discernement, identifier la critique constructive de bonne foi qui mérite une réponse, que ce soit un accord ou un désaccord, et la critique de mauvaise foi qui mérite qu'une contre-attaque. Et ça, c'est fondamental de faire cette différence. Les gens ne contre-attaquent pas assez, je trouve vraiment à droite, on est trop civilisé. Le représentant institutionnel, en tout cas. Oui, évidemment, là je parle Oui, forcément de... C'est désolidarise de nous explicitement. Donc, Mais comme si... c'est quand même hallucinant, quoi. L'ami de Quentin, là, qui a été viré, parce qu'il était assistant parlementaire, il se fait virer pour des tweets. On peut penser ce qu'on veut des tweets, c'est même pas la question. Il se fait virer pour des tweets. Raphaël Arnaud a embauché 3 assistants parlementaires qui participent à un assassinat. Il y en a un, c'est Robin, je sais plus quoi. Lui, en gros, c'est quoi, il sort de garde à vue, il se fait réembaucher, quoi. T'as dit, à un moment, c'est en bon, plus, quoi. la plupart des tweets, c'était vraiment des blagues, quoi. Oui, donc ok, c'était de la provocation, on peut considérer ça un peu idiote, c'est le défouloir Twitter. C'est une critique qui peut s'entendre, mais d'une part, est-ce que ça mérite une exclusion? Et surtout, relativement, quand on compare à ce qui est fait en face. Parce que ce que les gens, enfin, nous on le sait en tant que militants, mais il faut toujours le rappeler quand même, c'est que quand un média de gauche vous fait une attaque opportuniste, en disant tel mec de chez vous a fait ça, est-ce que vous désolidarisez? Quand c'est pas des faits graves et que vous vous désolidarisez, concrètement, vous laissez la gauche devenir votre DRH. Ben oui. Donc si vous laissez le camp d'en face gérer votre politique du personnel, bon, on arrête tout, on met la clé sous la porte directement, ça ira plus vite. Et en plus, les journalistes de gauche le savent et s'en vantent. J'ai vu un extrait il y a pas longtemps, là, enfin, un échange sur Twitter entre donc Raphaël Aima et le nom du journaliste, je crois que c'est quelque chose Massol, son nom de famille. Nicolas Massol. Ouais, voilà, qui a fait l'article qui en fait, a permis au RL en gros d'exclure Raphaël Aima du collab parlementaire ou quelque chose comme ça. Et le mec s'en vante, il dit ouais, j'ai fait mon article, je t'ai fait virer, machin. Le mec le nargue, quoi. Ils en sont tout à fait conscients, ils me prennent pour leurs petites putes, quoi. Oui, et le journaliste qui assume un militantisme totalement biaisé, en fait. Et on parle de libération. On parle même pas de l'humanité ou de choses de street press ou quoi. Et vraiment, il y a une différence de stratégie. Enfin, de toute façon, on pourra en parler d'ailleurs dans un autre épisode qu'on a prévu, mais la ferveur militante de gauche n'a rien à voir avec les mous que l'on a de notre côté, en tout cas dans les institutions. C'est insupportable de voir ce deux poids deux mesures, parfois sur des choses diamétralement opposées entre un tweet qui est une blague et quelqu'un qui appelle au terrorisme, quoi. Bah là, ils légitiment de plus en plus le meurtre de Quentin. Ils ont fait fuiter la vidéo où ils disent, enfin, sous-entendu, il l'a bien mérité et tout. Oui, mais en fait, l'extrait, au la début, fin de c'était tournée. c'est pas nous. Après, c'était bon, c'était nous, mais en vrai, les circonstances sont troubles. Les circonstances n'ont jamais été troubles. Et après, en fait, c'était nous. Et en fait, c'était bien.
Et si vous n'êtes pas d'accord, bah, vous allez subir le même sort. Ouais, non, ouais. Et derrière, il y a Jean-Philippe Tanguy qui, là, l'action française est Ouais. allée trop loin. C'est quand même des islamistes qui pratiquent la takia. Quoi. Ouais, voilà. Voilà. Donc, vous voyez un petit Charlie peu la Al-Morassi, différence. bien sûr, bien connu. Charlie Ben Moras, hein, bien sûr, tout à fait. Voilà, il y a un manque de, bon, évidemment de couilles, bref, c'est pas ça, mais surtout de compréhension de la radicalité qui va arriver incessamment sous peu avec la reprise du calendrier politique, quoi. Pour synthétiser, en tout cas, les parties que j'ai pu évoquer, attachez-vous à être cohérent déjà esthétiquement, mais aussi doctrinalement pour comprendre ce que vous êtes en train de représenter plutôt que de juste quitter un troupeau pour un autre. Ouais. Donc ne pas confondre être de droite et être dissident, c'est un peu ce qu'on disait, comprendre ce que ça veut dire être de droite, et comprendre surtout que le but, c'est d'être cool. La radicalité, presque, ça doit se mériter. Ouais. Et se mériter en étant séduisant, comme on le disait. Donc globalement, si on n'a aucun haut fait à notre actif, que ce soit militant, ou même dans la vraie vie, c'est ça, être cool, c'est cultiver sa puissance dans la vie de tous les jours. C'est faire un peu de fric, c'est mettre des jolies filles dans son lit, ça peut être ça, c'est être apprécié pour ses sorties, soit humoristiques, son humour, sa culture, etc. Mais en tout cas, le but, c'est de pas forcément être normal, c'est de tendre à être séduisant et cool. Voilà. Ouais, moi je rajouterais que effectivement le critère principal de ce qui est une bonne culture à la fois pour la droite, mais je dirais pour les militants de droite, c'est d'éviter en fait les facilités que sont l'usine à clones, quelle qu'elle soit, que ce soit l'usine à clones du Stade, l'usine à clones FAF, l'usine à clones Cato, etc., etc., on pourra en trouver 10 000. Essayer de cultiver cette authenticité. Et d'ailleurs, sur le sujet de l'authenticité, on a prévu de faire un épisode, alors on ne sait pas encore quand, sur Adriano Romualdi, puisqu'à mon avis, c'est un penseur qui est méconnu et qui mérite très largement d'être connu. Qui est très actuel, qui était très en avance sur son temps, je crois. Voilà, mais d'ailleurs, parce que c'était aussi un penseur militant, mais bref, c'est pas le sujet. Mais du coup, voilà, cultiver cette authenticité. Et bien sûr, on appartient à un mouvement qui a ses codes, mais je pense que c'est important de ne pas avoir peur même de transgresser nos codes, tant que c'est au service d'une idée, d'une esthétique, d'une tentative qui est plus noble, qui est plus belle, qui est plus constructive et qui est plus courageuse. Et je pense que, en fait, on s'en fout d'être normaux. Ce que nous voulons, c'est tout simplement être meilleurs. Justement. Voilà. Donc je pense qu'on a fait le tour de ce sujet-là, en espérant à la fois vous avoir appris des choses et peut-être avoir pu contribuer à des nouvelles choses que l'on met sur la table. On sera attentif cette fois-ci, encore une fois, à tous vos retours, en espérant justement que là, cette fois-ci, on pourra encore plus débattre de fond. N'hésitez pas à nous parler également de l'amélioration que notre militant monteur va permettre en termes de qualité audio. Je pense quand même qu'on est sur un niveau qui sera drastiquement différent. Je ne sais pas si, messieurs, vous avez un petit mot de fin, de remerciement. Ouais, alors moi, en termes de mots de la fin, bon, sur le fond de l'épisode, voilà, les mots de la fin ont été dits. J'ai des remerciements à adresser justement aux personnes qui désormais nous entourent et nous aident à faire le podcast. Donc je me contenterai de remercier Rémi et Anthony pour leurs contributions qui vont nous permettre, j'espère, de donner à ce podcast la portée qu'il mérite. N'hésitez pas aussi à aller nous suivre sur les réseaux sociaux. On s'est lancé sur pas mal de réseaux en même temps. Vous pouvez aller sur Spotify, on a une page Telegram, il y a Twitter, Instagram. On a Substack aussi un peu pour les geeks de la politique. Ouais, n'hésitez pas à aller nous suivre un petit peu partout pour bien être tenu au courant quand on sort des épisodes. On a évidemment aussi le PayPal, je le précise avec plaisir, contre ce que certains ont pu laisser, une personne a pu dire dans les commentaires qu'on a été subventionné par l'argent public. Alors si seulement déjà, et quelle insulte. Donc non, n'hésitez pas à aller nous suivre sur les réseaux et si jamais, bien sûr, à nous soutenir de toute manière possible. Mais voilà, nous ne sommes pas subventionnés et nous faisons ça avec un vrai travail militant, une équipe militante totalement bénévole qui sont là justement pour mettre en avant Fumigène et notre réussite. Allez, salut à tous. Salut à tous.